Christopher, un grand merci. Je pense qu'on a fait déjà un petit point plutôt intéressant sur tout ça. Xavier, donc, on va parler un petit peu pour finir d'Azure. Donc, pareil, donc, durant la build, on a eu pas mal de choses, d'annonces. Donc, il y a eu un gros focus autour des infras sur les clusters Kubernetes. On a vu aussi pas mal de choses autour du réseau et de l'admin, et aussi pas mal de choses sur les bases de données. Et la gestion des données, donc données structurées ou NoSQL. Est-ce que déjà on peut commencer par la partie données, database? Donc là apparemment il y a deux gros focus qu'on peut déjà retenir, donc c'est autour d'Azure Database et de Cosmos. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup d'annonces autour des développeurs, comme on l'a dit sur Build naturellement, et puis d'ailleurs autour des outils développeurs. On en parlera peut-être de Visual Studio, GitHub Action, etc., Codespace, qui avait été annoncé avant, mais voilà, on peut confirmer. Sur Database, pour rappel, il y a quelques mois avait été annoncé Azure Synapse en mode preview, c'est-à-dire finalement Analytics, et toutes les fonctionnalités d'Analytics derrière Database. Et le passage, l'annonce à Build a aussi le passage en GA, en General Availability d'Azure Synapse, pour l'ensemble des clients, et pas mal de nouvelles fonctionnalités. Alors sur Azure Cosmos DB, il y a plusieurs éléments de fonctionnalités. Il y a ce qui s'appelle l'autoscale, je vais y arriver. Voilà, la faculté finalement pour un data scientist de pouvoir accéder en mode autopilot, en fait, qui était en preview, directement à Azure Cosmos DB, et que le prix finalement soit compétitif et ajusté par rapport à ça, tout en maintenant les SLA, parce qu'on sait que pour tous les data scientists et tous les data développeurs, finalement, la capacité d'accéder avec la bonne performance aux données est essentielle. Et puis un deuxième élément qui s'appelle Azure Synapse Link, qui a été aussi annoncé, avec sa compatibilité Azure Cosmos DB, qui est la capacité à directement pouvoir accéder aux données et créer du business intelligence, des analytics, sans avoir à extraire, transformer, charger, donc ce qu'on appelle ETL, extract, transform, load, les analytics et toute cette transformation derrière. Donc toute cette possibilité de directement forer et accéder à la donnée pour rendre cette intelligence-là. Ça, c'est Azure Synapse Link, une nouvelle fonctionnalité, effectivement, qui est aujourd'hui en preview. Ok, d'accord. Et aussi, alors ça c'est un petit peu comme tout le monde, pas mal de mouvements aussi autour de Kubernetes. Donc là, c'est pas forcément une surprise. Non, il y a pas mal de compatibilités que Christopher peut élaborer sur Windows Server et Kubernetes et puis les différentes annonces. Oui, alors Kubernetes, ça fait un petit moment qu'on travaille activement dessus. On a un certain nombre de nouveautés sur le sujet qui sont de plusieurs natures. La première, c'est autour d'Azure Arc. Donc Azure Arc est un produit dont l'objectif est finalement de gérer ces workload cloud à travers en transcendant finalement où sont hébergés ces workloads-là, que ce soit Azure, d'autres clouds publics ou des clouds privés. Donc on a annoncé lors de Build la sortie de la preview d'une version de Kubernetes managée par Azure Arc. Ça, c'est l'une des premières choses. Ensuite, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites aussi, et ça va un petit peu dans le même sens, autour du support
de Azure Kubernetes Service sur Azure Stack. Donc Azure Stack, c'est une version d'Azure que l'on peut déployer dans son propre data center. C'est utile soit dans un certain nombre de scénarios où on a des prérequis de conservation de données, par exemple au sein des murs de l'entreprise. On a ça dans le domaine bancaire, par exemple, où certaines données doivent rester à l'intérieur des murs de la banque eux-mêmes. On a ça sur un certain nombre de navires, que ce soit des navires de croisière, des navires professionnels ou autres, où du coup on peut embarquer directement un Azure Stack sur ça, et plein d'autres scénarios. Donc aujourd'hui, on a annoncé en fait le support de Azure Kubernetes Service sur Azure Stack. D'accord. Voilà. Donc ça c'est intéressant pour un certain nombre de développeurs. Ensuite, d'un point de vue plus développeur, il y a, alors elles étaient en bêta et elles sont sorties en version finale, on les a pas forcément vues, mais il y a un certain nombre d'ajouts pour supporter Kubernetes, que ce soit dans Visual Studio Code, avec des extensions Azure Kubernetes Service dans VS Code, ou que ce soit dans la CLI, l'interface en ligne de commande d'Azure, aussi, pour ajouter le déploiement de certains types d'applicatifs directement dans Kubernetes Service. Et puis peut-être le plus gros point où on l'attendait en version finale, c'est le support de Windows Server Containers pour Azure Kubernetes Service, ce qui permet aujourd'hui à des opérateurs, des entreprises, des organisations d'avoir finalement qu'un seul orchestrateur qui est Kubernetes pour à la fois gérer des workload containers qui s'exécutent dans du Windows et dans du Linux. Et ce qui permet aussi aux développeurs qui auraient besoin de s'interfacer avec l'orchestrateur, mais finalement de n'avoir qu'un seul orchestrateur pour gérer à la fois leur workload Windows et leur workload Linux. D'accord. Alors, on a vu aussi pas mal de choses autour des IoT, des architectures Edge. Qu'est-ce qu'on peut en dire comme principale news ou nouveauté, annonce autour de ces deux domaines ? Je vais Christopher, je vais parler là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, alors il y a IoT, puis il y a réalité mixte, qu'on va parler Azure Spatial Anchors. Effectivement, donc sur réalité mixte, donc je rappelle, c'est l'ordinateur, finalement, le casque de réalité mixte HoloLens 2, donc qui est déjà disponible en fait en France, mais qui est maintenant disponible partout en Europe là-dessus. Et le fait maintenant que ce soit complètement GA, Generally Available, Azure Spatial Anchors, donc c'est quoi ? C'est pour les développeurs de pouvoir créer des applications de réalité mixte qui persistent dans le monde virtuel, mais d'un point de vue géographique, finalement. Donc, c'est de pouvoir modéliser des choses sur lesquelles ensuite on puisse les voir tourner autour directement. C'était déjà disponible pour le preview, puisqu'on a déjà pas mal de partenaires qui construisent des applications là-dessus. Mais aujourd'hui, n'importe quel développeur peut complètement créer ça pour ensuite être visible, soit par les casques, donc HoloLens 2, soit par une appli spécifique sur Android ou sur iOS derrière. Donc c'est l'extension finalement, maintenant naturelle, de ce monde de réalité mixte, dont les développeurs avec qui on travaille sont soit dans des entreprises spécialisées, soit dans le monde de l'industrie principalement, pour modéliser des usines, des fonctions de supply chain, etc. D'accord. Sur Azure IoT de l'autre côté, donc on a effectivement un certain nombre de choses déjà qui étaient déjà disponibles sur Edge. Donc pouvoir, avec Azure Stack Edge, pouvoir étendre des capacités de compute et d'intelligence finalement au plus près en termes de topologie réseau, directement sur le site de l'entreprise. Donc pouvoir développer tout ça sur Azure avec les mêmes fonctionnalités de développeurs derrière. La nouveauté là, c'est l'extension aussi de ce qui s'appelle Azure Digital Twin, qui est de pouvoir créer des modèles digitaux
et de modéliser finalement des représentations d'une usine, d'un certain nombre de connecteurs, et de pouvoir par-dessus modéliser, prédire voilà, des besoins de maintenance, des analyses de besoins d'énergie supplémentaire, optimiser l'espace, des choses comme ça. Donc voilà, une plateforme qui va permettre de construire par-dessus et de mieux optimiser, voilà, complètement à disposition des développeurs. D'accord. À ce que tu dis, Xavier, je rajouterais 2-3 nouveautés moi, qui m'ont pas mal marqué. La première, c'est la sortie de SQL Edge, Azure SQL Edge, qui est une base de données donc type SQL Server, qui a été spécifiquement faite pour tourner sur des devices IoT. Ça tourne sur un Raspberry Pi par exemple. Et ça c'est un vrai sujet parce que les infrastructures IoT génèrent de plus en plus de données, qu'il n'y a pas forcément une bonne raison d'envoyer toutes ces données sur le cloud, mais par contre il y a de très bonnes choses à faire en processing au niveau du Edge. L'exemple que je prends toujours, c'est si vous aspirez en fait toutes les flux des caméras de surveillance d'un bâtiment pour détecter par exemple un feu, etc. Ben, ça n'a aucune logique de revenir vers Azure pour déclencher l'alarme à incendie dans le bâtiment. Et donc SQL Edge offre des fonctionnalités de SQL, mais aussi de streaming, d'IA que l'on peut exécuter directement dans le Edge et qui sont managés par la suite Azure IoT. Et puis c'est passé inaperçu des grandes annonces, mais on a quand même sorti 2 OS sur Build en lien avec l'IoT. Alors ça, c'était ma prochaine question. Ah Alors moi, je suis très sensible en fait à ça, parce que nous, effectivement, à programmer, on a quand même un atelier maker et pour faire les prototypages comme ça. Donc moi, ce qui m'a marqué, je mets à part tout ce qui est Sphere, OS, etc., parce que ça, c'est très nébuleux pour moi, mais c'est le fameux Azure Real-Time OS. Oui. Voilà. Okay. Alors, peut-être une petite définition, parce que j'ai l'impression que c'est pas trop enseigné aux développeurs de nos jours. En tout cas, c'est pas des choses que l'on entend beaucoup parler. Mais il y a différents types d'OS par rapport à ce qu'on appelle le temps réel. Et notamment, il y a plein d'OS qui sont pas à temps réel. Windows 10, Linux, Unix, quasiment toutes les variantes sont pas des OS temps réel. Et puis il y a une série d'OS qui est temps réel. Le temps réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on exécute un programme, on peut être sûr du temps que va prendre l'exécution de ce programme, et même s'il y a une fameuse interruption au niveau de l'OS, on est capable de garantir le temps d'exécution d'un programme. Ça sert à quoi? Par exemple, si on fait un programme qui contrôle les crayons dans une centrale nucléaire, s'il y a une augmentation de température, on aimerait bien qu'il y ait un petit peu plus d'eau qui soit mise dans le réacteur ou que le crayon descende dans les temps. Et pas il y a une mise à jour qui est en train de se faire ou il y a un autre applicatif qui est un peu gourmand sur la machine, alors du coup cette opération est remise à quelques secondes, quelques minutes plus tard. Ce qui est extrêmement important dans le domaine de l'embarqué. Et Microsoft avait, il y a des années, pour ceux qui se rappellent encore, Windows CE, où on avait une version de Windows CE qui était un OS temps réel dur. Je ne vais pas faire la distinction entre temps réel dur et mou, c'est une histoire un petit peu compliquée, mais voilà, on avait ça. Dans le monde de l'embarqué, du coup, pour des choses qui sont capables de tourner sur des processeurs qui sont beaucoup plus petits, puisque aujourd'hui on est capable il y a beaucoup d'objets IoT finalement qui tournent avec des processeurs qui sont extrêmement restreints en mémoire, en CPU, etc. Alors, on avait besoin de ça finalement dans le panel, et pour les autres OS temps réel qui existaient, c'était compliqué de s'interfacer avec Azure. Voilà. C'est pour ça qu'on a racheté en fait une société il y a quelques temps. Donc c'est pas un OS qu'on a sorti d'un coup comme ça. C'est quelque chose qui était existé sur le marché. On a racheté la startup. Et donc aujourd'hui, on sort la première version de Azure RTOS. Donc je présume que c'est un OS basé sur du Pingouin.
Alors la racine de l'OS, je ne sais pas à quel point ils ont construit l'OS from scratch ou s'ils l'ont basé sur un noyau Linux ou autre. J'aurais tendance à dire que connaissant les systèmes temps réel, ils ont créé tout quasiment de zéro. Mais là, je peux pas trop avancer. Pour arriver en fait à avoir un système d'exploitation de temps réel, ça change vraiment énormément de choses au niveau du kernel, au niveau des schedulers. Et c'est pas juste une petite couche en fait qu'on va rajouter par-dessus un noyau existant. C'est le noyau de l'OS qui doit être temps réel. Mais s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par la question, le code de Azure RTOS est normalement sur GitHub. Donc les gens pourront aller creuser. Tout à fait. Creuser le contenu. Alors, et pour ceux que ça intéresse aussi, sauf erreur de ma part, il y a des kits qui sont proposés par des constructeurs et des fondeurs, hein, que ce soit chez, et notamment chez ST, je crois, qui en proposent. Hein, c'est ça. Hein. Tout à fait. Il y a déjà, en fait, il faut savoir que, étant donné qu'on a racheté une solution et notamment pour favoriser l'intégration à Azure, aujourd'hui, finalement, le cœur de Azure RTOS est déjà déployé dans le monde entier dans plus de 6 milliards de devices. Donc c'est déjà un OS qui est prouvé, qui a montré sa robustesse et son intérêt pour les constructeurs d'objets IoT. Et donc on a un certain nombre de constructeurs qui ont déjà des kits de dev pour ça, Microchip, NXP, Qualcomm, ST, Microelectronics, entre autres. D'accord. Par contre, on est bien d'accord, c'est pas forcément ciblé pour du maker ou des petites séries. Là, on est quand même côté entreprise, je présume. Grande série. Oui, on est un petit peu plus du côté entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, un maker qui voudrait, ou un développeur, hein, tout simplement, qui voudrait un petit peu se lancer dans l'IoT, on va en général plus s'orienter, alors soit vers un Raspberry Pi, où là c'est un petit peu le haut de gamme, j'ai envie de dire, mais sur lequel par exemple on peut faire tourner très bien du .NET Core, ou des Arduino, des ESP32. Moi je joue beaucoup avec des ESP32 par exemple. Juste une question, autour du support de .NET Core sur ARM, tu confirmes que c'est disponible, hein? Alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je dirais que oui, en fait, et je crois même qu'on a, si je ne m'abuse, on a sorti. Alors il y a plusieurs choses qu'on a annoncées. Je voudrais pas dire de bêtises, mais la première chose, je crois qu'avec la dernière version du SDK, de .NET et du SDK de Windows, on peut notamment maintenant compiler des applications en ARM64, qui était un prérequis notamment pour la Surface Pro X, puisque la Surface Pro X c'est une ARM64. Alors on pouvait déjà exécuter les applications .NET dessus, mais on était obligé de passer par l'émulation 64 bits vers 32 bits. D'accord. Donc forcément en termes de performance, c'était pas l'idéal, et du coup avec une tablette qui est justement là pour augmenter notre productivité, pour être le maximum de productivité en mobilité, c'était un petit point manquant, et ça normalement ça fait partie des choses qui sont sorties aussi pendant Build. D'accord. Alors tu disais que 2 OS ont été annoncés. Donc je pense que le deuxième OS auquel tu faisais référence était Windows pour les objets connectés. Tout à fait. Alors ça c'est des choses que c'est pareil, c'est pas forcément très très connu, mais on a depuis longtemps, hein, on avait Windows Embedded il y a quelques années, et maintenant on a Windows 10 IoT. Donc il y a 2 versions. Il y a une version IoT Enterprise. Donc ça va être plus destiné à finalement des PC. En termes d'architecture, voilà, des PC avec un processeur Intel, AMD, quelque chose d'assez classique, mais mis dans un contexte souvent industriel. Et après, on a Windows IoT Core, qui là est fait pour tourner sur des SoC, donc sur des cartes embarquées.
Et donc là, c'est pareil, on a un certain nombre de partenaires, notamment NXP, qui fabriquent en fait des kits de dev ou des devices qui sont capables de supporter Windows 10 IoT Core. Voilà, donc ça c'est la dernière version aussi de Windows 10 IoT qui sera bientôt, enfin qui a été annoncé, qui sera bientôt en preview et qui sera disponible pour tous normalement en 2025. D'accord. Alors, juste pour terminer ce podcast, alors 2 projets qui ont été aussi annoncés ou du moins dévoilés à Build. Donc, c'est le projet Bonsaï et c'est le projet Moab. Juste en quelques mots, est-ce qu'on peut les resituer ou pas? Alors, je ne sais pas si tu as des infos là-dessus. Oui, Bonsaï. Moi, particulièrement Bonsaï, parce que c'est un des choses qui m'ont le plus marqué, en fait. Bonsaï, pour simplifier, c'est une plateforme qui permet, dont l'idée est de simplifier vraiment l'apprentissage machine par l'apprentissage par renforcement, deep reinforcement, et dans lequel elle est disponible pour entraîner et déployer, finalement, dans le but de faire des systèmes autonomes. Donc c'est vraiment dans la lignée de l'intelligence artificielle dans sa partie apprentissage par renforcement. Et effectivement, ça repose sur quoi? Sur Azure, sur des instances de containers et du storage et un certain nombre de pas mal de choses R&D qui ont été développées par Microsoft. C'est à disposition dans l'objectif finalement de créer, de simuler, d'entraîner derrière. D'accord. Donc ça c'est Bonsaï, et effectivement ça présage de pas mal de choses intéressantes, ce monde de Big Data derrière pour les développeurs et les data développeurs. Sur le deuxième, Christopher, tu as peut-être plus d'insights? Alors je ne me rappelle plus du nom déjà, j'ai une mémoire courte, très petite. Le projet Moab. Donc plus côté robotique, impression 3D, si j'ai tout compris. Alors, j'avoue que j'ai pas d'informations particulières sur ce projet-là. Ok. Et, sur les grandes lignes, juste pour, c'est dans la même ligne effectivement, mais là c'est sur un robot mis en open source, mais effectivement on est au démarrage. D'accord. L'objectif c'est pareil, c'est lié en fait au projet Bonsaï pour imprimer en 3D un robot et qui reposera en fait sur Bonsaï pour lui faire apprendre un certain nombre de choses. Voilà. Et ce sera disponible à l'achat en fait, mais dans quelques mois en fait derrière. D'accord. Mais là on est plus côté monde de l'industrie, où il y a des prétentions à descendre un petit peu côté maker, côté développeur, limite public averti. Alors, on est dans l'ambition, effectivement, de mettre à disposition, dans un public qu'on va appeler quand même très averti, mais des développeurs, mais des makers aussi, quelque part, effectivement, des technologies qui sont aujourd'hui pas si facilement accessibles. Donc, de rendre accessible, et en particulier sur ces technos d'apprentissage par renforcement. Et effectivement, souvent, avoir un robot qu'on peut créer permet encore plus de simplifier, de tester, des choses derrière. Donc on est vraiment sur une expansion effectivement qui va descendre, mais vraiment sur un public très averti en termes de maker / développeur data. D'accord, ok. Merci à tous les deux. J'espère que ça a permis de débrousser un petit peu les très nombreux sujets qui ont été montrés, annoncés, dévoilés à Build, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci encore une fois à Christopher et puis à Xavier de nous avoir tenus en haleine durant plus de 51 minutes. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.